À une effrayante allure, un voilier s'élance dans le vaste azur. À la barre, un homme à l'impressionnante stature. Il a tout été, chauffeur, colporteur, acheteur de café en Éthiopie, vendeur de perles à Djibouti, trafiquant d'armes et de hashish, marin et écrivain. Cet homme d'un autre temps est à la fois poète et vénal, prodige de l'aventure et génie du mal. Il s'appelle Henri de Montfred. Le chaos des flots anime l'iris de ses yeux d'un bleu cruel. Sur toutes les rives de la mer Rouge, on le craint comme on l'admire. Du Yémen à l'Égypte, du Soudan à l'Arabie Saoudite, tous le connaissent comme le loup des mers. L'appel du grand large l'a pris à 4 ans. En 1883, sur le navire de son père, un peintre ami de Gauguin, il ressent au creux de sa chair la puissance de l'océan, la force vitale du vent. Adolescent, Henri est renvoyé du lycée, puis il rate le concours de Centrale, se ruine dans les affaires. À 30 ans, il est contrôleur de la qualité du lait. Il peine à gagner sa vie et il tombe gravement malade. Secoué de violents frissons, il tremble de chaud et de froid, pris par une fièvre ondulante, la fièvre de Malte. Il est persuadé que son dernier jour est arrivé. Pourtant, sa vie ne fait que commencer. Remis de ses tourments, il s'anime d'une flamme insolente, d'un cynisme virulent. Pour lui, l'homme n'est rien d'autre qu'un loup pour l'homme. Ce qu'il veut, c'est être seul et libre, dépendant de personne, même au prix de toutes les compromissions. Il décide de tout recommencer, de fuir le troupeau, de partir en mission. En août 1911, sans regret, il quitte sa femme et ses enfants et embarque sur un paquebot direction Djibouti. Avec une voix féroce, il fait valser d'un coup de pied son passé. Au large de la mer Rouge, il découvre avec bonheur les coraux étincelants, le sable brûlant et la douceur du vent. Lui qui ne fait que courir après l'argent est touché par les hommes qu'il rencontre. Il se sent proche des Arabes et méprise les colons, les Européens infirmes de leur sens. Sur son bateau, il s'entoure de musulmans et part avec eux vers l'inconnu profond. Partout dans la mer Rouge, à la recherche de perles de nacre, il scrute l'eau noire des grands fonds. Mais ce commerce est rude. Alors Henri sort de sa quiétude et se tourne vers un trafic violent et sans pitié. Dans son bateau, il entasse cartouches, pistolets et fusils. Et dans la nuit chaude, à la lueur de la lune, fébrile et sans scrupules, il livre sa marchandise sur toutes les rives. Un soir, les vagues se déchaînent. L'écume blanche s'écrase avec fracas sur sa coque. Sous les lambeaux de nuages noirs, Henri s'accroche à la barre, persuadé qu'il va être englouti par les flots. Il se jure que s'il survit, il se convertira à l'islam. Lorsque le calme revient, il regarde son équipage éreinté, convaincu qu'une force miraculeuse l'a sauvé. Il annonce qu'il est musulman et qu'il prend le nom d'Abdel Haï, esclave du vivant. Sur le pont, il se sent comme un homme nouveau. Il écrit « C'est comme si la symphonie bleue du ciel et de l'eau peignait l'âme entière de la sérénité de sa lumière. » Chaque jour à l'aube, enivré par les parfums marins, il noircit des carnets de textes où affleurent des vents sulfureux, de grandes vagues bleues, des feux qui réchauffent à la tombée des ombres et des secrets impénétrables, ceux de la mer Rouge. Mais aussitôt, il est rattrapé par l'appât du gain et le goût du vice. En 1920, il met les voiles vers la Grèce pour acheter des kilos de hashish qu'il revend en Égypte. Dans toute la région, il devient un symbole de sang-froid, d'absence de pitié. Ses ennemis, Montfred n'hésite pas à les assassiner. Une nuit, sur une barque au large, il tue froidement un homme qui menace de le dénoncer. Dans les ténèbres, sans état d'âme, il l'abat d'un coup de rame. Tout entier plongé dans ses trafics, Henri ne rêve pourtant que d'une chose, devenir un homme respectable. En 1929, il rencontre Joseph Kessel et l'accompagne en reportage sur la route des esclaves. Kessel est fasciné par le talent littéraire d'Henri, il le pousse à publier. En 1931, Les Secrets de la mer Rouge est un immense succès. 5 ans plus tard, la guerre éclate en Éthiopie. L'Italie fasciste pénètre dans le pays. Fasciné par Mussolini, Henri soutient les troupes de Rome. À plusieurs reprises, il rencontre le Duce, béat d'admiration devant celui dont il est persuadé qu'il veut remettre de l'ordre dans le chaos de l'humanité. Mais le vent tourne. En 1941, l'Éthiopie est libérée par les Britanniques. Henri est déporté au Kenya. Amaigri et souffrant, parmi les prisonniers suintants, il continue d'écrire « J'oublie la terre, je ne pense qu'à la mer ». En 1947, Henri a 68 ans. Plus que tout, il craint de rentrer à Paris. Lui qui a soutenu le maréchal Pétain a peur de l'épuration. Il s'installe finalement en France, à Ingrande. Il peint, joue du piano et écrit. « J'ai de quoi éclairer mon crépuscule », dit-il. Je rumine. Les pieds dans ses pantoufles, il ressasse sa vie mouvementée. Comme on écoute au creux d'un coquillage qui conserve en lui la rumeur de la mer, il garde en lui le grondement du souvenir. Pour arrondir ses fins de mois, il vend des tableaux de maître qu'il dit tenir de Gauguin. Après sa mort, on découvrira que tous ses chefs-d'œuvre étaient peints par Henri lui-même. Avant de mourir, il note d'une main mi-apaisée, mi-aigrie «
J'ai toujours été seule. Je passais inaperçue, noyée dans la masse, on ne me voyait pas. Ainsi, j'ai vu bien des choses qui n'étaient pas préparées, l'envers du décor. C'est cela qui est intéressant. Le décor ne m'intéresse pas.